Voilà, nous avions ce matin sauté une partie. Nous avons la possibilité de revenir dessus, mais je pense même que le programme fait comme ça est très intéressant. Et nous allons voir si l'actualité vient enrichir ce sur quoi on vient de discuter avec nos deux juristes. Voilà. Donc la modératrice sera Madame Suzanne Moncassa, qui est là, et Madame Mama Emma Kumbela, rapporteur. Nous allons écouter Kervin Maïzo de France, journaliste RFI. Maman Moncassa, à vous la parole. Merci, bonjour à tout le monde. Merci, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce panel. Nous allons donc écouter Kervin Maïzo et Cheikh Fita. Kervin qui nous vient de France, comme on vient de le dire, et Cheikh Fita qui est ici en Belgique. Alors, je vous donne la parole. Kervin ? Avec plaisir. Bonjour à tous et merci de m'accepter parmi vous. On devrait traiter cet après-midi de questions d'actualité. Et dans ma question de tout à l'heure, j'ai apporté une grande partie de ce qu'on devait dire. Mais comme en matière de politique congolaise, il y a beaucoup à dire, donc on peut tenir jusqu'au soir, il y a toujours de la matière. Et je vais rebondir sur ce que j'ai dit dernièrement, l'air est grave. Et quand on regarde les sujets c'est en rapport avec la crise actuelle. Donc, je vais donner un exemple tout simple. Vous connaissez, lorsque je fais mes émissions, notamment l'analyse que je fais en lingala simple pour expliquer l'actualité, j'y vais par des petits exemples pour permettre au commun des Congolais de comprendre les choses les plus simples. Et je vais commencer par un exemple simple. Lorsque vous avez une femme ou un homme que vous aimez beaucoup, les jours où vous vous préparez à aller l'épouser, à aller le fiancer ou la fiancer, on vous dit qu'elle vient d'avoir un accident grave. Vous avez un dilemme. Soit vous partez à l'hôpital, vous sortez tout ce que vous avez comme argent pour essayer de payer les meilleurs médecins pour la sauver, ou vous êtes égoïste, vous dites, nous maintenons la fête, même si elle est à l'hôpital, moi je m'en vais la doter et puis voilà, on n'en parle plus. Et pour le Congo, c'est comme ça. Le pays est en train de partir. Là, aujourd'hui, le pays est en train de partir. Est-ce que la priorité, c'est de savoir qu'est-ce qu'on fera demain ou de trouver des solutions tout de suite par rapport à la situation du pays? Moi, j'opterais pour trouver des solutions tout de suite. Et avant de trouver la solution, il faut identifier les problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Ce pays est occupé. Je peux vous le faire sociologiquement, tout comme je peux le faire juridiquement. S'il faut le faire juridiquement, l'occupation, c'est un terme qui résume un terme plus grand. Ça veut dire occupation militaire. Mais on dit occupation. En droit, c'est occupation militaire. Alors, pour qu'il y ait occupation, si vous regardez le dictionnaire de la terminologie du droit international, c'est qu'il faut qu'il y ait des troupes d'un pays étranger qui stationnent dans votre pays. Lorsque ces troupes-là arrivent, ils traversent la frontière. Le fait de traverser la frontière que vous n'êtes pas invité, c'est l'agression. L'agression est définie par la résolution 3314 du 14 décembre 1974, 29e Assemblée Générale des Nations Unies. Et si vous regardez la définition de l'agression, il y a plusieurs définitions là-dedans. Même si vous manipulez depuis un pays étranger, vous manipulez des troupes ou vous manipulez des gens dans un autre pays, c'est une agression. Lorsque vous agressez et que vous restez dans ces pays et que vous prenez possession de ces pays par la ruse, mais c'est une occupation. L'occupation est militaire, mais l'infiltration est civile. Lorsque vous infiltrez un pays, que vous placez à la tête de ces pays des gens qui sont là pour, dans un premier temps, défendre les intérêts d'un pays étranger au lieu de défendre les intérêts du pays qui est censé être le leur. Ces infiltrés-là, est-ce qu'un infiltré peut-il bosser pour le pays qui l'infiltre? C'est ça la grande question. Donc, tant que nous ne prenons pas conscience de toutes ces choses, tant que nous ne prenons pas conscience que le pays est occupé, nous ne nous en sortons pas. Mais ceux qui ont pris conscience que le pays est occupé, pourquoi le pays est-il occupé? C'est quelque part, nous avons eu des défaillances. J'ai entendu M. Bafa tout à l'heure
parler des forces des Congolais et des faiblesses des Congolais. Il a même donné un exemple sur la Suisse. En Suisse, les protestants et les catholiques étaient des Suisses. La Suisse n'était pas occupée par l'Allemagne. Et l'occupant ne fera jamais que nous soyons unis. Parce que unis, nous constituons une force. L'occupant fera que nous soyons toujours divisés. Parce qu'on nous dit, bon, il faut la faire doucement. Un collabo a les traitements qu'il mérite. Allez dans un pays tel que la Norvège, à Oslo, il y a une place centrale où toutes les personnes qui ont collaboré pendant la Deuxième Guerre mondiale, leurs noms sont là-bas. Ils sont bannis du pays jusqu'à la 4e génération. Dans une place publique à Oslo. Un collabo, on ne l'applaudit pas. Un collabo, on le punit. On l'identifie, on le punit, on l'ostracie. On le met à côté, on les bannit. Alors, pour les cas du Congo, la première des choses que nous devons faire, c'est d'identifier les problèmes. Un des problèmes, c'est l'occupation. Comment le pays en est-il arrivé là? C'est du matin l'ont bien dit. Et moi, j'ai toujours développé une théorie où j'ai dit qu'il y a des commanditaires, il y a des sous-traitants et des exécutants. Les commanditaires, c'est les Occidentaux. Quand on dit occidental, ce n'est pas un bloc monolithique. Il y a plusieurs réalités là-dedans. Il y a les multinationales, il y a les mondes financiers, il y a certains intérêts. Et cette réalité occidentale est transnationale. C'est-à-dire qu'on trouve les multinationales dans tous les pays occidentaux, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, la Belgique. Les intérêts financiers dans tous les pays. Les intérêts idéologiques dans tous les pays. Les sous-traitants, ils ont utilisé en premier, et ça on l'oublie souvent, c'est l'Afrique du Sud. Hein. C'est lui le patron de tous les sous-traitants au Congo. Le deuxième sous-traitant est parmi les plus puissants, c'est l'Angola. N'oubliez jamais, lorsque les Rwandais ramenaient Laurent Désiré Kabila chez nous, contrairement à ce que l'on dit, Laurent Désiré Kabila a yakina Barwandais, c'est faux. Barwandais ba yakina ye. Ils l'ont amené. Lorsqu'ils sont arrivés à Kenge, ce n'est pas l'armée rwandaise qui est entrée à Kinshasa, c'est l'armée angolaise qui a pris les relais de Kenge à Kinshasa. Ça, les gens l'oublient. Ils sont très influents. Et après, vous prenez l'Ouganda, le Rwanda et le Burundi. Côté exécutants, ceux qui font le sale boulot, c'est la MONUSCO, le gouvernement de Kinshasa, disons la classe politique, hein, il y a les gouvernements de Kinshasa et les ONG qui pullulent. À Goma, il y en a plus de 1000. Et c'est les exécutants. Une fois qu'on a identifié ces acteurs, on agit au niveau des acteurs. Nous qui sommes au niveau de la diaspora, agissons au niveau des commanditaires. Mais faisons tout, nous qui sommes ici et ceux qui sont au pays, pour éliminer l'intermédiaire qui est au milieu. L'intermédiaire au milieu, c'est les sous-traitants. Il faut les mettre hors circuit. Après, nous pourrions nous occuper un peu plus facilement des exécutants. Et une fois qu'on s'est occupé des exécutants, si on a gain de cause, ce qu'il faudrait faire, c'est mettre en place tous les plans que nous avons pour le développement du pays. Prenez-moi les Congolais les plus intelligents qui soient. Mettez-les au Congo pour diriger le pays. Dans ce système pourri, croyez-moi, il ne fera rien. Et ça, je vais vous donner un exemple simple. Il y a un monsieur congolais qui s'appelle Wycliffe Bonga, ingénieur à l'office des routes. Dans le système congolais, il ne pouvait pas s'exprimer. Parce qu'il était dans un système pourri. Ce monsieur se retrouve à la Tampa, en Floride. Il travaille chez Rockwell. Ceux qui ne le savent pas, le dernier robot qui est parti sur la planète Mars, c'est ce monsieur le chef de programme. Il a bossé seul pendant 5 ans, avant d'embaucher 10 ingénieurs chez Rockwell. C'est lui. Le robot qui était sur la planète Mars n'allait pas chercher loin. Il a étudié à l'ISTA. Il s'appelle Wycliffe Bonga, salué par le président Barack Obama. Croyez-vous que ce monsieur au Congo, il allait envoyer un robot sur la planète Mars? C'est tout simplement parce que le système politique, éducatif ne le permet pas. Lorsqu'on le met dans un système où il peut montrer ce qu'il a de meilleur, voilà, c'est comme ça qu'il fonctionne. Donc même quand on dit, ah, les gens de la diaspora, quand ils vont à Kinshasa, ils vont dans un environnement qui n'est pas bon. Ils ne peuvent que avoir ces comportements. Je vois mal quelqu'un de bien éduqué, de bien formé, d'intègre,
qui va au Congo et qui peut faire autrement que comme ça fonctionne au Congo. Il est dans ses gouvernements. Tout le monde s'est fait appeler honorable, lui aussi on va l'appeler honorable. Il va refuser le matin de voler dans la caisse. Mais lorsque vous vous réveillez le matin et qu'il y a 500 personnes devant chez vous pour demander de l'argent, vous résistez le premier jour, vous résistez le deuxième jour, le troisième jour, vous allez commencer à donner de l'argent. Et quand vous n'en avez pas, vous faites quoi? Vous puisez dans la caisse. Vous êtes moralement bon, même chasse si vous voulez. Vous refusez la première femme, vous refusez la deuxième, on vous met la pression et après vous faites comme tout le monde. C'est parce que le système n'est pas bon. Donc notre priorité doit être de changer les systèmes. Les systèmes, c'est quoi? Les systèmes qui a servi l'homme congolais. Qu'est-ce que les Occidentaux veulent chez nous? Les Occidentaux sont attirés dans notre pays par nos richesses. C'est un des pays les plus riches de la planète. Ça fait partie des 3 pays les plus riches de la planète. Aujourd'hui, j'écoutais à la radio le matin, les BRICS, Brésil, Inde, Chine, Afrique du Sud. Ces pays-là, mis ensemble, ont un PIB de 16 000 milliards de dollars. Le Congo, à lui seul, avec ses matières premières, c'est un pays qui vaut 24 000 milliards de dollars. Autrement dit, le PIB des États-Unis est supérieur au PIB des États-Unis et de toute l'Union européenne réunie. Avec ça, nous ne connaîtrons jamais la paix. Mais qu'est-ce que nous on fait pour proposer autre chose, pour nous protéger? Qu'est-ce que nous on fait? C'est ça la grande question. Qu'est-ce qu'on fait? J'ai entendu un très bel exemple en disant, bon, il y a cette histoire-là des Montoto à Mama, Mpangina Mono, Mouanekanga, il y a cette histoire. Nous devrions partir du tribalisme, du régionalisme vers la nation. La nation, c'est le vouloir vivre collectif. La nation étant le vouloir vivre collectif, là je rejoins M. Bafoy, le vouloir vivre collectif, c'est l'union, c'est notre force. Les tribalismes, les régionalismes, les communautarismes, parce que le tribalisme est un poison. Mais les jumeaux du tribalisme, c'est les communautarismes. Lorsque vous désignez l'autre par sa tribu, ça c'est le tribalisme. Mais lorsque l'autre n'a pour référence que ça c'est le communautarisme. Et les deux c'est des jumeaux. Nous devons combattre ça pour être forts. Une fois qu'on a combattu les tribalismes, les régionalismes, qu'on va vers la nation, nous devons combattre par exemple les fanatismes qui nous empêchent de réfléchir. Et une fois qu'on a combattu les fanatismes, on commence à regarder que le Congo, l'intérêt supérieur du Congo, nous saurons comment agir. Aujourd'hui, nous sommes victimes d'une chose. Ceux qui asservissent le Congo, ceux qui assujettissent l'homme congolais, nous mènent une de ces guerres de communication, c'est incroyable. Tant que nous ne nous donnons pas les moyens de lutter contre cette guerre de communication, on ne s'en sort pas. Dans la guerre de communication, on nous a fait croire qu'au Congo, il y a une majorité présidentielle. Il y a une opposition. Il y a une démocratie qui fonctionne. Ce qu'il nous faut pour nous en sortir, c'est les élections. La sagesse africaine postule qu'il faut dialoguer quand il y a des problèmes. On ne dialogue pas avec son ennemi, on ne dialogue pas avec quelqu'un qui vous bat. On ne dialogue pas avec quelqu'un qui vous bat. On a même entendu des vocabulaires à la radio, mais des vocabulaires comme ça, rebelles. ADF Nalou, un Ougandais, un rebelle par définition, c'est quelqu'un qui se rebelle ou qui combat son gouvernement. Un Ougandais qui est rebelle doit être rebelle par rapport au gouvernement ougandais. Mais lorsqu'il est en RDC, c'est un agresseur. Et tous les journalistes le savent. Bon, on nous parle de rebelle. Je ne sais pas ce que ça signifie, rebelle. On nous parle tous les jours de la Syrie pour nous montrer qu'en Syrie, c'est vraiment la catastrophe. 200 000 morts, mais chez nous, il y en a 8 millions. On nous parle d'Al-Nosra, on nous cite certaines personnes, mais des criminels. Hein. Quand on parle de Bachar el-Assad, c'est le plus grand criminel du monde. Mais Paul Kagame, lui, c'est un saint. On n'en parle pas. Les médias ont fait semblant de ne pas voir qu'un criminel de guerre recherché
qui a tué les gens, qui a affiché leur crâne, disons, ils mettaient leur crâne comme amulette sur son cou. Les Gédéons là, Gédéon si c'est, je ne sais pas comment, Kyongo. Il s'est présenté dans un véhicule avec un t-shirt Chikala, Oumela, de Kabila. On lui a fait toute une fête à Lubumbashi. Les médias occidentaux, c'était juste une phrase dans un journal, hein, vite fait. Et qu'avons-nous fait? Parce que si nous condamnons ce système, nous devons nous saisir de tout ce qui peut affaiblir ce système. Les jours où les images sont passées, si on avait organisé des marches, on avait écrit des mémos, on avait appelé nos médias. En Belgique, vous appelez la RTBF, RTLB. En France, on va appeler France 24, TV5. En Grande-Bretagne, on appelle BBC. En Allemagne, on appelle ZDF. En Suisse, on appelle la TCR. Aux États-Unis, on appelle la NPA. On leur fait une de ces pressions. Je sais comment ça fonctionne à l'intérieur. Il y a des sujets que les gens ne touchent pas. Si vous voulez parler d'Israël, les gens sont... vous dites à un journaliste de traiter un sujet sur Israël, il réfléchit 400 fois. Il montre à son rédacteur 3 fois. Oui, j'ai écrit ceci, est-ce que ça peut passer sur les ondes? Ah non, il faut enlever tellement. Ah non, non, ça c'est dangereux. Ou abandonne les sujets. Mais pourquoi est-ce que les rédactions de tous les journaux, de toutes les radios, de toutes les télés, ils n'ont pas peur de parler du Congo? Parce que nous ne leur mettons suffisamment pas la pression. Si on leur met la pression, les choses vont changer. Alors, pour clôturer, quelles sont mes propositions? Je vais faire court et simple. On identifie les problèmes, première des choses, on analyse, on identifie les problèmes. Une fois les problèmes identifiés, on trouve la solution. Pour moi, le problème, c'est l'occupation de certains pays voisins et la néocolonisation des pays occidentaux. Comment on peut s'en sortir? Il n'y a que 2 solutions connues dans le monde. Lorsqu'on est occupé, la Charte des Nations Unies, dedans, il y a un principe qu'on appelle le principe de l'autodétermination du peuple. Ça rend toute lutte armée légitime. Donc, première des choses, on prend les armes et on se bat. Il y a des militaires dans la salle, je n'irai pas loin, ils ont de l'expertise, ils pourront développer. Deuxième chose, aucune armée au monde n'a jamais vaincu une population déterminée. Aucune. Alors, il faudrait un soulèvement populaire. Mais un soulèvement populaire, ça se prépare. Ce n'est pas quelque chose... Ça s'appelle soulèvement populaire, ça s'appelle aussi révolution, ça peut s'appeler aussi mobilisation générale. Mais ça se prépare. Avant un soulèvement populaire, il y a toujours un leader ou une élite qui prépare un soulèvement populaire. Derrière un soulèvement populaire, il y a toujours un leader, une élite qui pousse. Un soulèvement populaire, on ne se lève pas les matins, on le fait non, ça prend du temps. On doit travailler, écrire, sensibiliser, avoir de l'argent, mais vraiment une préparation, quadriller les pays, une stratégie. De telle sorte que le jour où la population se soulève, qu'il s'élève tellement en masse pour mettre en échec les dirigeants et l'armée qui pourraient réprimer. Mais après les soulèvements populaires, qu'est-ce qu'on fait? On ne peut pas se soulever. Bon, Kabila et son système dégagé, on laisse le pays vide. Donc, juste après le soulèvement populaire, il faut qu'il y ait déjà un plan de gouvernement établi, avec un casting. Les castings, il n'y a pas de nom, mais il y a les profils des personnes. Pour président, nous voudrions par exemple une femme d'un certain âge qui doit avoir telle compétence, qui doit avoir tel passé, tout ça. Vous faites un profil, vous ne mettez pas encore un nom. Et vous le faites comme ça pour les gouvernements. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'enseignement? Qu'est-ce qu'on va faire par rapport à l'éducation? Comment on va restructurer l'armée? Comment sera la police? Vous préparez tout ça de telle sorte que, juste après le soulèvement populaire, vous êtes prêt à gouverner et à récupérer les pays. C'est des choses à affiner. C'est des choses à approfondir, mais il y a 2 solutions. En cas d'occupation, vous prenez les armes. C'est ce qui a toujours été fait. Tout le reste, c'est du blablabla. Dialogue, c'est si, élection, c'est là, c'est du blabla. Vous prenez les armes. Et vous vous préparez en conséquence. Si vous ne voulez pas prendre les armes, on se prépare, on éduque la population, on prépare un soulèvement populaire minutieusement et on le fait. Voilà, je suis à votre disposition pour d'autres questions. Je préférais faire court. On m'avait donné 15 minutes, je crois que je suis dans le temps. Mais je vous remercie parce que non seulement vous n'avez même pas épuisé vos 15 minutes. Donc merci beaucoup. Je vous prie de suivre l'exemple de Kérouine. Tout à l'heure,
lors des discussions. Alors, la parole est à Cheikh Vita. Merci beaucoup, Madame Suzanne Monkassa. D'abord, je dois féliciter les organisateurs pour l'initiative parce que la situation, l'heure est très grave, effectivement. Nous sommes bien habillés, tout ça nous causons, mais en réalité, ça peut exploser d'un moment à l'autre dans notre pays. Et je m'excuse auprès des organisateurs parce que je suis venu en retard, étant donné qu'il y avait une actualité que je devais traiter. Et l'actualité, pour ceux qui se sont réveillés tôt, ils l'ont suivi. C'est quoi? On a annoncé que les gens qui sont au dialogue, entre guillemets, ils ont accepté de prendre la primature et de donner à Kabila 1 an et demi. Oui, c'est l'élément qui est à la une sur mon site. Et donc, compte tenu de l'urgence, j'étais bien obligé de rester, de traiter, de diffuser, parce que vous savez, l'information, c'est une des grandes armes dont nous disposons, mais dont nous n'usons pas nécessairement à bon escient. Moi, je suis journaliste, j'ai un journal en ligne que certains d'entre vous connaissent, Info en ligne des Congolais de Belgique, avec comme lien cheikhvitanews.net. C'est un journal que j'ai créé il y a 10 ans. Et donc, je vais être très carré, je ne vais pas tout embrasser. Je suis de la diaspora, je resterai dans la diaspora. Et qu'est-ce que nous pouvons faire? Avant de dire ce que nous pouvons faire, je vous donne d'abord le point de l'actualité. La première information, c'est celle que je vous ai donnée. Mais avant cet article-là, j'avais publié un autre article. En attendant, donc, tant que je lise le titre exact, il ne faut pas que je raconte des salades. J'ai dit clan Kabila en attendant le choc frontal avec le peuple. Et nous avons des frères au pays, nous sommes tous conscients qu'en 2016, il y a beaucoup de chances que ça pète. Parce que M. Kabila a un schéma, il ne veut pas partir. C'est un secret de polichinelle. Il ne veut pas partir. Et la preuve, vous avez vu comment la CENI, qui existe depuis 10 ans, se réveille et dit qu'elle est incapable de faire des élections dans le temps. C'était voulu. Et on met les gens devant les faits accomplis. On dit, bon voilà, on va commencer à organiser maintenant, ça prendra 16 mois, maintenant ils ont acheté 2 ans, etc. Ils sont à mesure d'ajouter jusqu'à ce que Kabila reste au pouvoir, même une législature comme l'ont fait les sénateurs. Ils sont à mesure d'aller plus loin encore. Alors on fait quoi? Au pays, actuellement, il y a une bipolarisation. Il y a le clan Kabila qui le soutient, qui veut le garder, comme ils le disent eux-mêmes. Oumela, c'est sans commentaire. Ce n'est pas des enfants de cœur. Mais de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle d'une façon générique l'opposition, avec toutes ces différences, et qui, depuis Genval, a quand même fait un effort de rassemblement, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une vraie bipolarisation. Mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est nous de la diaspora. Où est-ce que nous sommes dans tout cela? Eh bien, on a donné des chiffres. J'avais écrit en 2003 Demain le Congo comme l'Europe, point d'interrogation. La plupart des chiffres qu'on donne ici, je les avais déjà diffusés dans un de mes livres. Et effectivement, la diaspora est une force. Mais j'ajoute une force latente. C'est-à-dire, concrètement, on n'est pas une force parce qu'on ne sent pas la force. Or, vous savez, la politique, c'est le rapport de force. Comment est-ce que nous pouvons nous permettre d'être une force et de ne pas employer cette force et de rester dans les jérémiades? En 2011, quand il y a eu le vote électoral, dans toutes les grandes villes du monde, les Congolais se sont levés. Ils se sont levés tellement nombreux et un peu partout qu'on a senti. Aucun média du monde n'a été indifférent face à ce mouvement des Congolais qui vivent à l'étranger. La preuve, vous aviez vu les diplomates occidentaux rendre visite à M. Tshisekedi pour lui dire, dites à vos gens d'arrêter, parce que ça devenait dangereux, effectivement. Mais après, qu'est-ce qui s'est passé? Et aujourd'hui, où est-ce qu'on en est? Il y a 2 jours, j'ai été faire un reportage, j'avais un sitting devant l'ambassade des États de la RD Congo.
il y avait 3 personnes. Assez souvent, je vais dans des reportages où on fait beaucoup de bouquins sur le net, mais sur le terrain, 10 personnes. Et on dit que nous, la diaspora, nous sommes une force. Et qu'est-ce que je propose? Eh bien, en 2015, avec des amis, dont Paul Sapou, nous avons créé une plateforme qui s'appelle Antenne Monde, la société civile d'ARD Congo. Le lien, c'est ça le lien, si vous allez sur Internet, vous allez le trouver. Et nous nous étions donné comme objectif de faire comprendre aux Congolais, et ça c'est une phrase que j'ai entendue, je crois, du colonel, nous devrions faire comprendre que notre force à nous, diaspora, a 2 paliers. Le premier palier, c'est la pression par rapport au pays où nous vivons. Le deuxième palier, le plus difficile et que nous ne faisons pas, c'est celui de faire l'interface avec nos compatriotes qui vivent au Congo. Parce que le changement, c'est là-bas. Tout ce que nous faisons ici, si ça n'a pas de répondant au pays, c'est une perte de temps. Et donc, nous avons créé cette plateforme. Comme vous le savez, le Congolais ne lit pas. Sur mon site, je mets des articles qui me prennent des heures de rédaction et je mets des vidéos. Durant longtemps, ce sont les vidéos qui étaient le plus regardées. Dieu merci, depuis un temps, je constate que mes vidéos ne sont plus très regardées, c'est plutôt les articles qui sont regardés. Je me souviens, j'ai même mis un article qui a été lu en une journée par 10 000 personnes. Je me dis, tiens, il y a quelque chose qui bouge. Parce que ne vous faites aucune illusion, si on ne opère pas mentalement dans le schéma du développement, c'est une peine perdue. Opérer dans le schéma du développement, c'est quoi? C'est l'écrit, c'est la réflexion, c'est des échanges, c'est des analyses, etc. Est-ce que nous le faisons suffisamment? Non. Et donc, nous avons connu la difficulté qui est inhérente à notre propre communauté, c'est-à-dire on ne lit pas assez, ce qui fait que vous pouvez lancer une alerte et les gens vont se rendre compte total. Assez souvent, les gens me disent « Ah, Cheikh, comment tu es le Kouana ?» Mais je dis « Oui, mais quand j'avais écrit, vous n'aviez pas lu. » Une anecdote, juste après les élections de 2006, j'avais écrit un article « Musiciens congolais en Europe, la descente aux enfers ». J'ai analysé le comportement de nos musiciens qui avaient soutenu Kabila, etc., etc. Or, ces musiciens-là, au Congo, avec le concert, ils ne gagnent pas beaucoup. C'est quand ils venaient ici, qu'ils faisaient Zénith, 25 000 personnes, 20 euros, multipliés, plus les Mabanga, plus les Ngoulou, ils avaient facilement 1 million. Et donc, ces gens-là ont vécu de l'argent de la diaspora. Et le jour où ils ont chanté pour Kabila, j'ai écrit cet article-là. Mais c'est 5 ans après que l'embargo a commencé. Mais le pire, ce n'est pas l'embargo, le pire, c'est eux les musiciens. Je crois que jusqu'à aujourd'hui, il n'y en a pas un seul qui a lu l'article. Ouera était venu 2 ans après pour faire un concert, il y avait très peu de gens. Son producteur est tombé sur mon article, il m'a appelé, il m'a dit « Mais c'est vrai ce que tu as écrit, qu'est-ce que tu peux faire pour que les gens viennent au concert de Ouera ?» C'était au BAB. Moi je dis c'est difficile parce que la mentalité est en train de changer. J'ai fait un article où je donnais plutôt des conseils à Ouera et à son producteur de ce qu'il devrait faire et il ne l'avait pas fait. Et bien c'était un fiasco. De telle sorte qu'aujourd'hui, les musiciens ne viennent plus et ils sont casernés au pays pour longtemps. Mais notre force, comme je l'ai dit, c'est l'interface entre nous et le pays. Sur le site dont je vous ai parlé, nous avons cartographié la République démocratique du Congo selon ses structures actuelles. Les anciennes provinces, les nouvelles provinces, les villes, les communes, etc. Notre projet, c'était quoi? Que nous qui vivons ici, nous sommes venus d'une commune quelque part. Si on se mettait à 10 et qu'on choisissait une commune avec laquelle on peut faire l'interface, il y a moyen d'aider nos amis qui sont dans cette commune-là. En passant, c'est un peu le genre de travail que fait Madame Mbeka. Mais elle est toute seule, elle ne doit pas être seule. Nous devons être tous sur ce projet-là. Si chacun de nous choisit
un groupe de gens et ils prennent une commune, on est en mesure d'arriver à un résultat. Et plus concrètement encore, nous avons pris des contacts avec le Parlement européen. Nous allons faire venir des gens de la société civile du pays. Je ne peux pas donner encore plus de détails parce que c'est en tractation. Mais qu'est-ce que nous voulons? Nous voulons que eux, avec leur expérience au pays, viennent, nous parlent à nous et ensemble qu'on voit comment, grâce à leur présence, à leur organisation au pays, et nous, grâce aux moyens, aux facilités que nous avons, nous puissions leur faciliter un certain nombre de choses. Je prends un exemple simple. Monsieur Nanga, le président de la CENI, il a dit qu'il faut je ne sais pas combien de temps pour faire les élections. Vous savez qu'en un mois, on peut faire les élections en RD Congo, du moins la présidentielle. Je vais vous expliquer. Il me reste 3 minutes. Je vais atterrir. Et la société civile a des ramifications partout. Il suffit que tous les Congolais d'une commune, ils disent nous allons nous compter, nous allons nous recenser avec des cahiers, comme ça, avec des stylos. En une journée, le recensement est terminé pour chaque commune. Mais, comme vous savez, il y a toujours des problèmes matériels. Et ça, il faudrait qu'on en discute avec nos amis de là-bas. Et nous, ici, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est un projet, la date est même déjà retenue, début novembre. Si vous avez besoin de détails, vous allez sur mon site, il y a un endroit où nous contacter, nous pourrons vous répondre et vous inscrire par rapport à ce projet-là. Donc ça, c'était le volet interface société civile. Mais maintenant, le volet pression sur les pouvoirs des pays où nous vivons. Je suis au regret de dire que cette pression a disparu. Et à 2 mois de la fin du 2e et dernier mandat de Joseph Kabila, est-ce que vous pensez que si dans chaque ville européenne, il y a 5000 personnes qui sont dans la rue, durant 2 semaines, les choses ne vont pas changer? Et là, ceux qui pensent être des organisateurs, la balle est dans votre camp. Et je vous remercie pour le reste dans le débat.